Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Cette année, la chaîne va fêter ses 15 ans. Ça fait 15 ans que je fais des séances d'hypnose pour montrer qu'on peut finalement baisser ses anxiolytiques, ses calmants, et aussi ses somnifères, et les remplacer par quelque chose qui est tout à fait naturel, et qui est en fait son cerveau. Notre cerveau est génial, notre cerveau est magique. Alors, il ne remplace pas tous les médicaments dans toutes les situations, on en a encore besoin évidemment, mais il y a tellement de cas où on pourrait tout simplement s'endormir ou se calmer grâce à l'hypnose. Alors, si l'hypnose vous fait du bien, et ça va vous faire du bien, n'oubliez pas de partager cette séance. Il y a des gens qui ne connaissent pas encore l'hypnose. Voilà, ça peut sembler bizarre, mais c'est le cas. Et de vous abonner parce que tout à l'heure, vous serez en train de dormir. Et puis aujourd'hui, on va faire une hypnose assez magique dans le thème qui est traité, puisqu'on va voyager à travers le Tibet des mystères. Vous savez, je ne sais pas pourquoi on est aussi fasciné par le Tibet. C'est peut-être tout simplement Tintin au Tibet, qui comme ça a éveillé en nous cette curiosité. Ou bien peut-être Alexandra David-Néel. Si vous ne connaissez pas, il faut lire les romans d'Alexandra David-Néel. C'est une femme absolument formidable qui a voyagé à travers le Tibet, qui a été la première à découvrir Lhasa, déguisée en mendiante, qui est devenu moine bouddhiste évidemment, et qui croyait à la transmission des pensées, les paroles qui s'envolent. Elle croyait aussi à l'existence des migous, le fameux Yeti, enfin bref. Et puis, plus récemment, il y a la méditation. La méditation, on l'oublie un petit peu, mais c'est un peu, c'est un produit d'import, hein. C'est made in Tibet, hein, faut pas, aussi un peu in China, aussi un peu partout, c'est made, on va dire, c'est made in Buddhism, voilà, si on veut être un peu plus précis. Donc, je sais pas. On a tous envie de croire en un monde merveilleux, où la magie existe encore, où il est facile d'être heureux, où on est en contact avec la nature, où rien n'a été corrompu. On a tous envie de croire en un jardin d'Éden, un pays de cocagne, un lieu magnifique, une utopie tout simplement. Eh bien, à défaut de vous l'offrir en vrai dans votre vie, je vais vous l'offrir dans vos rêves pour vous permettre de vous endormir et d'être de plus en plus calme. Et c'est un beau lot de consolation. L'hypnose est toujours un voyage en soi, un voyage à la découverte des mystères de notre inconscient, un voyage aussi dans le temps, l'espace. Rien n'est inaccessible à l'imagination. Et là où l'esprit va être mobile, le corps, lui, doit apprendre l'immobilité, le calme, la pesanteur, pour pouvoir laisser l'esprit voyager léger aussi loin qu'il le désire. Mais que cela est facile. Il suffit de se laisser porter par la voix, de s'installer confortablement dans sa position de nuit, et puis de laisser le rêve s'installer en soi, à son rythme, peu importe qu'il vienne rapidement ou lentement, peu importe aussi ces moments où l'esprit décrochera complètement et rêvera encore plus loin jusqu'à oublier qu'il rêve. Non, il suffit de se laisser porter par la voix, et ma voix et votre inconscient, ensemble, créeront une hypnose unique pour vous transporter loin, loin mais si proche de vous-même, car au fur et à mesure, vous ressentirez ce que vous êtes réellement au fond, vos aspirations, la capacité à être calme, à dormir bientôt. 5. Alors peu importe les bruits qui vous traversent, peu importe, car ma voix, elle, va vous emmener toujours plus loin. Alors, c'est une sorte de voyage intérieur par lequel on commence. On s'abstrait progressivement de l'extérieur et ce travail,
si tant est qu'on puisse appeler travail, cette chose si naturelle et si facile qui est en train de vous arriver, ce travail, c'est ce qui est typique de la transe, de l'hypnose. C'est pour ça que votre respiration est déjà plus lente, plus régulière. C'est pour ça aussi que les sensations du corps deviennent plus précises. Ne serait-ce que le contact de l'air contre le visage ou contre les mains. Et c'est un voyage intermédiaire, car bientôt, vous serez sur les hauts plateaux du Tibet. Bientôt, vous contemplerez les plus hautes montagnes et les endroits les plus sacrés. Alors, il n'y a pas d'effort à faire, ou si peut-être un seul, et encore pour accompagner ce lâcher-prise, cette détente, prendre 2 inspirations profondes. Une première puis une seconde et laisser votre respiration s'approfondir toute seule pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, se joignent, se disjoignent, se retrouvent aussi dans cette forme éternellement changeante qu'est à la fois la pensée en marche, ces émotions qui suivent, accompagnent ou précèdent, et la respiration qui en tout cela lie le signifiant au signifié. Vous entrez plus profondément en transe, plus calmement, et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez. Dieu, que la respiration est plus profonde et plus lente et plus calme et plus douce. Et aussi ces racines de calme, cet air qui pénètre par les narines se diffuse dans les poumons, oui, comme des racines de calme. Et le corps gagné par cette sérénité commence à s'endormir, se détend aussi pour accompagner ce mouvement vers la transe. 4. Et d'autres sensations peuvent se mettre en place, comme le poids de la respiration. Je vous parlais tout à l'heure d'immobilité. Je vous disais que le corps, ses bras un peu plus lourds, ses jambes lourdes, ce corps entier plus lourd, doit apprendre l'immobilité et la lourdeur pour laisser l'esprit, lui, s'alléger dans un mouvement gracieux pour aller à la découverte de ses propres pensées, de ses propres mondes. Alors, pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, ressentir le corps lourd sur le lit lourd sur le sol, et dans cette progression, sentir, pressentir, ressentir l'imminence d'un voyage, le sol solidement ancré sur les fondations de cet endroit, ces fondations solidement ancrées sur la ville solidement ancrée sur la terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancrée dans l'univers quant à lui solidement ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Il faudrait une vie pour comprendre la culture, la religion au Tibet. C'est étonnant comme on y accorde de l'importance aux rêves. Ils semblent être des signaux donnés par notre esprit ou quelque chose d'autre pour nous inviter au changement, pour nous prévenir. Quelque chose comme un gardien peut-être, quelque chose peut-être de plus mystérieux. Alors, ce Tibet, c'est certainement
un lieu pour rêver, rêver d'un autre monde, alors qu'une partie de vous est là, dans ce quotidien, à se détendre, à se laisser porter par la voix. Déjà une partie de l'esprit, l'esprit le plus léger, eh bien s'envole vers d'autres directions, comme une sorte de voyage de l'âme, sans qu'il y ait la moindre connotation magique derrière cela, ou religieuse. Alors, dans ce que l'on pourrait retrouver finalement en cela, comme des bases communes, un dénominateur commun entre le travail de la méditation, mais aussi le travail de l'esprit conscient, dans la répétition des tâches, dans l'attention que l'on donne, dans cette importance qu'il y a à savoir ressentir et lier le tout pour aller au-delà des changements de forme, pour voir dans cette inconstance, dans ce polymorphisme, finalement, l'expression d'une même règle première et essentielle, propre à chaque esprit, unique, en soi-même et pour soi-même, et dans ce parcours intérieur où se retrouvent, se délimitent et s'ouvrent aussi les chemins comme les portes vers de nouveaux niveaux, non pas, encore une fois, dans une connotation religieuse ou culturelle, mais simplement dans des perceptions de soi différentes, où l'on est dans une sorte d'auto-observation, où on est à la fois agissant et en même temps objet, sujet même des forces de l'imaginaire, de son inconscient, de son envie profonde qui s'épanouit et qui font que vous entrez encore plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent, se décrochent donc, qu'elles se rejoignent, qu'elles se disjoignent, qu'elles créent en elles-mêmes les propres repères du changement. Un changement sans début ni fin, un changement essentiel. Derrière se trouve pourtant quelque chose d'unique et qui ne peut être mu, peut-être la source même de sa personnalité, son évidence, son secret. Alors que faire, se faisant se faire, n'est rien d'autre que ce que l'on s'est fait. Les yeux fermés maintenant, si ce n'était pas déjà le cas. Vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous faire entrer de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme, de plus en plus sereine. Et dans ce mouvement intérieur, celui de soi-même par rapport à soi-même, de la manière que l'on voit et que l'on est vu, et dans les rapports que cela crée, dans ce que cela libère, ouvre, laisse espérer et grandir, dans ce changement permanent, celui, de l'évidence. Alors, toujours, oui, toujours, dans cette sorte de perception de soi, entrez plus profondément en transe, dans une transe plus calme, plus profonde. Et j'aimerais maintenant que pour vous, votre esprit inconscient tisse une nouvelle réalité, celle du Tibet, que le Tibet vive tout autour de vous, de plus en plus présent et réel,
car nous portons tous en nous cet ailleurs. Bien sûr, il se nourrit des souvenirs de Tintin, des souvenirs de documentaires, peut-être, de la lecture d'Alexandra David-Néel, cette femme extraordinaire, la première femme occidentale à atteindre Lhasa, la capitale du Tibet, déguisée en mendiante, couverte de suie. On porte en nous cet ailleurs, même si on n'y a jamais été. Alors il suffit de laisser votre inconscient faire naître tantôt les images, tantôt les sons, tantôt les sensations. Laissez apparaître devant soi les sommets éternels de l'Himalaya. Observez la beauté nue, hors du temps, des hauts plateaux du Tibet. Et pour une fois, contemplez des absences, l'absence de bruit, l'absence de pollution, car les villes sont loin et l'on est si haut que rien de la pollution ne peut nous atteindre. La vie d'avant, elle aussi, est loin. Et vous êtes hors de tous les repères habituels, mais dans l'un des endroits les plus beaux au monde, dont le caractère sacré et l'époustouflante beauté saisit le cœur et impose le silence. Car oui, comme Alexandra David-Néel, on peut tomber amoureux d'un lieu, comme on peut tomber amoureux d'une idée, d'un espoir. Et c'est un secret merveilleux que de pouvoir accorder une part de son amour à un lieu. Alors, je vous invite à ces hautes altitudes, je vous invite simplement à commencer votre chemin, à imaginer, à arpenter ces chemins de terre. Et je pense que pour l'agrément et la facilité de ce voyage, il serait bon que l'on soit au début du printemps. Car le printemps est un moment exceptionnel au Tibet. C'est le lieu, l'alliance, le temps de tous les climats, de toutes les saisons. Car en haut, on retrouve encore la neige. Non pas les neiges éternelles, mais simplement les neiges qui sont tombées. Et si l'on va assez haut, les rivières sont encore gelées. Et si l'on descend suffisamment, déjà apparaissent les premières fleurs, déjà on sort des maisons, déjà on peut voir les yaks qui paissent tranquillement dans les prés. Alors cheminons. J'aimerais qu'une rivière, une belle rivière, claire, sauvage, pure, borde le chemin. Qu'elle vous apporte le bruit si puissant et doux de ses flots, et que s'unissent les éléments, la terre, l'eau et l'air, dans cette balade merveilleuse. La nature, bien sûr,
si belle au Tibet, pure, intacte, puissante. Sentir, et cela est agréable, à quel point on est petit et à quel point le monde est beau. Et puis aussi, rapidement percevoir à quel point la religion et la spiritualité irriguent ce pays. Voir ces drôles de fanions un peu partout, preuve de dévotion de la part des fidèles bouddhistes. Observer ces accumulations de roches, là aussi un symbole de dévotion. Passer devant des moulins à prière où sont inscrits en sanskrit les mantras les plus importants et simplement presque les caresser pour les faire tourner et que la magie de leurs mots guide votre âme. Observez aussi les visages souriants des Tibétains. Il y a des sourires sur leur bouche, mais aussi des sourires dans leurs yeux. Et une curiosité du monde, des autres. Quelque chose de noble, mais aussi une profondeur. Peut-être est-ce cela la profondeur de celui qui vit sa propre culture, de celui qui croit ne pas avoir qu'une vie, mais des centaines, des milliers, de celui qui ne se contente pas de son quotidien, de son confort, mais voit plus loin, au-delà de sa vie, au-delà de ses vies, dans un espoir absolu. Et puis c'est rencontrer des moines tibétains un peu partout, qui viennent mendier, ou plutôt réclamer des offrandes, qui font vivre, battre le cœur de ce pays. C'est aussi rencontrer une religion peut-être encore plus ancienne, le chamanisme tibétain, ces guérisseurs qu'on appelle, lorsque la maladie n'est pas encore trop grave et que l'on ne va pas encore voir un médecin classique, un médecin de la médecine occidentale. Alors cheminez, laissez venir à vous les images de ce pays, les sons. Imaginez, même si vous ne l'avez pas entendu, le son de la langue tibétaine, le bruit des yaks. Allez visiter l'intérieur de ces maisons, découvrir de quelle manière on fait le beurre de yak et le thé salé que l'on boit si généreusement ici, enrichi d'un peu de beurre de yak et que l'on offre par hospitalité. Ouvrez votre esprit à la beauté éternelle de ce lieu. Sentez comme là-bas, très loin, le corps, la respiration s'ouvre, comme si vous pouviez réellement sentir l'air pur mais rare et frais des hauts plateaux tibétains. Et puis il y a les légendes qui habillent ces lieux. Les légendes de ce lama dont la sainteté
lui permettait d'accomplir des faits hautement magiques, lui permettait de voler, de bondir d'un lieu à un autre. Ici, on croit que la pensée peut traverser les airs, aller d'une montagne à l'autre. On croit facilement à la télépathie et l'on croit à l'existence des migous. Mais si, vous les connaissez. On les appelle aussi les métés, les tsutés, les kanganmi, les shobran, les shemo. On les appelle les yétis. Et on leur a donné le nom d'abominables hommes des neiges. Eux qui au départ n'étaient que des hommes ours, des hommes sauvages, si l'on traduit les différents sens de ces mots. Des hommes des neiges, Shobran, un mangeur d'hommes plus cruel. Oui, on croit à l'existence d'une espèce d'homme différente, hantant les grands sommets. Et vous le savez, cette légende est si belle qu'elle a traversé les pays jusqu'à nous atteindre et enrichir notre imaginaire. Il y a aussi ces grottes où, pendant plus d'une année, méditent les moines. On leur apporte simplement des vivres de temps à autre. Et oui, on peut rester seul et bien et vivre de peu pendant très longtemps. Alors ici, ce n'est pas la possession, l'argent qui importe le plus, mais bel et bien peut-être une sorte de richesse spirituelle. Loin de moi l'idée de promouvoir telle culture ou telle manière de voir le monde, mais que cela peut être bon de baigner dans un autre univers, loin des soucis de nos quotidiens, loin de cette quête d'argent, de ce combat qu'est la vie, de voyager en un monde où l'on peut accepter sa mortalité, sa propre mortalité, et espérer autre chose. Être si profondément dépaysé que l'on est dépaysé de soi-même aussi, et y trouver un calme profond, un calme souverain. Et à partir de maintenant, j'aimerais que votre inconscient prenne la suite, qu'il vous fasse visiter un monastère s'il le souhaite, découvrir de quelle manière les moines, pendant des jours et des jours, grâce à des sables de différentes couleurs, créent des mandalas pour ensuite, du revers de la main, les faire disparaître et rappeler ainsi l'impermanence des choses. Peut-être observerez-vous les moines en prière. Peut-être tournerez-vous encore les moulins à prière ou réciterez un mantra dont le sens vous échappera mais qui vous apportera malgré tout un réconfort, une sorte de contemplation. Peut-être aurez-vous envie de grimper et d'aller toucher les neiges éternelles, d'aller plus haut que les nuages pour les observer en contrebas. Peut-être aurez-vous envie de marcher sur une rivière gelée
d'aider les paysans à leurs tâches, au labour, ou pour garder les yaks. Peut-être goûterez-vous d'autres mets, des mets délicieux que l'on cuisine là-bas. C'est votre inconscient qui va vous faire vivre la suite de ce voyage. Il va le construire pour vous, rien que pour vous faire ressentir, comprendre, vivre les émotions nécessaires à une plus grande paix intérieure et pour vous permettre de bientôt dormir. Ma voix, elle, si elle continuera encore à parler, ne servira plus qu'à accompagner la transe, à permettre au corps de se détendre encore plus, et finira par endormir et le corps et l'esprit pour aborder un autre royaume mystérieux lui aussi, celui des rêves, du sommeil. Alors, pendant qu'en nous se forme, se retrouve, se conjugue, s'espère aussi parfois, comme dans un sommeil de pensée, comme une sorte, de synthèse, où l'essentiel, isolé, révélé, purifie l'esprit de toutes ces pollutions non nécessaires, efface, laisse se perdre pensées et croyances erronées pour s'ouvrir davantage aux possibilités futures, à la conduite du changement intérieur et profond et sincère. Alors, retrouvant en soi, et je parle là de ce corps lourd, déjà endormi, dont la respiration profonde est déjà celle d'un dormeur, et dont l'esprit, si loin de ce corps, rêve déjà depuis plus d'un quart d'heure, se rapprochant sans cesse et de cette sérénité intérieure, celle qui se trouve au plus profond de soi et aussi du sommeil de la nuit. Alors, dans les mystères de la transe et des voyages en pensée, guidés, portés, emportés, dirais-je aussi, sur les chemins de soi et d'ailleurs, on glisse vers le sommeil toujours davantage, et l'esprit serein, tranquille, redécouvre et sa vérité intérieure et les secrets d'une paix bien réelle. Alors, tranquillement, et alors que bientôt le silence prendra place, et le corps et l'esprit s'endorment à leur rythme.